lendemain de l'arrestation d'un terroriste dans un Thalys. Les détails de cette attaque font frémir. L'homme lourdement armé aurait pu faire de nombreuses victimes. Nous allons faire le point sur cette nouvelle attaque terroriste avec toutes nos équipes mobilisées à Arras où le train a été détourné hier soir, mais aussi chez nous en gare du Midi à Bruxelles et au 16 rue de la Loi où se tient un conseil de sécurité nationale, car c'est à Bruxelles que le suspect a embarqué. Retour tout d'abord sur cet attentat déjoué sur la ligne Amsterdam-Paris grâce à la bravoure de touristes américains dont 2 militaires alertés par le comportement suspect d'un passager et le bruit de ce qui ressemblait au chargement d'une arme à feu. Emmanuel Dupont. Pieds et mains liés, plaqués au sol à l'intérieur de la voiture 12 du Thalys, l'auteur de l'attaque vient d'être maîtrisé. Sur le siège, un sac à dos, une kalachnikov, des traces de sang sur la vitre, tandis qu'on entend la voix vraisemblablement d'un chef de bord. C'est chargeur, donc on va se calmer. On l'a ficelé, il est ficelé, il n'y a pas de souci, mais par contre il y a le blessé. À côté de l'assaillant, un homme torse nu blessé par arme blanche, un autre allongé blessé par balle. Ce sont 2 passagers américains. L'un d'eux est militaire. Il a contribué à l'arrestation du suspect. Hospitalisés à Arras et à Lille, leur pronostic vital n'est fort heureusement pas engagé. L'attaque s'est produite hier, en fin d'après-midi à hauteur d'Oigny, près de Lille. Le Thalys effectuait la liaison Amsterdam-Paris. Le suspect serait monté à Bruxelles à 17h13 avant de lancer son attaque quelques minutes plus tard. Le train immobilisé a été dérouté ensuite sur Arras. C'est là que les premiers témoins racontent. La première chose qui est arrivée, en fait, c'est le personnel de Thalys qui était à bord du train qui s'est rué dans notre voiture en courant. Donc les gens se sont demandé un peu ce qui se passait parce que bon, c'était quand même assez pas très habituel. J'avais les yeux fermés, je commençais à m'endormir et j'ai entendu des bruits de verre cassé près de moi. Et j'avais du verre dans les cheveux et sur mon siège. Mon mari s'est retourné pour voir d'où ça venait et il a vu un homme avec un fusil automatique de grande taille. On s'est tous jetés au sol. Le ministre français de l'Intérieur s'est immédiatement rendu sur les lieux. Il a salué le courage des soldats américains et le sang-froid d'un voyageur français, le premier ayant été mis en contact avec l'assaillant. Le suspect, lui, dit s'appeler Ayoub El Kwazani, âgé de 26 ans, connu des services de police. Dans ses premières déclarations, il nie être un terroriste. Je suis arrivée, il était déjà avec l'interprète dans le local d'entretien, menotté au banc de ce local. Donc beaucoup de policiers, beaucoup d'animation au commissariat d'Arras ce jour-là. C'était assez impressionnant quand même le dispositif de sécurité. Et donc je suis rentrée dans cette salle d'entretien. Manifestement, les policiers qui étaient là n'étaient pas très favorables à l'idée que je ferme la porte pour m'entretenir avec mon client.
mais ils ont eu la courtoisie de demander si je voulais la fermer, et je leur ai dit que oui, effectivement. Donc je me suis entretenue avec mon client tout en sachant que vraiment derrière la porte, j'avais un gros dispositif de sécurité qui était là, et mon client m'a pas apparu du tout dangereux et pas vindicatif, pas revendicatif. Au contraire, j'aurais tendance à dire un peu désœuvré et un peu étonné de tout ce qui pouvait lui arriver. Alors physiquement, vous avez découvert quel homme? Quelqu'un de très chétif, vraiment très chétif, très... j'ai eu le sentiment de quelqu'un de très affaibli, physiquement parlant, comme s'il souffrait de malnutrition, c'est-à-dire effectivement très, très maigre, très maigre, et très hagard, très hagard. Il n'avait plus de vêtements sur lui, donc j'ai immédiatement demandé ce qu'il en était, ce qui est mon rôle d'avocat, évidemment pour le bien-être de mon client. Bien évidemment, les policiers m'ont répondu que tous ses vêtements étaient sous scellés, donc il était en caleçon et avec une chemise d'hôpital, pieds nus, bon, vraiment, donc j'ai pu physiquement voir qu'il était effectivement très maigre. Il était également très marqué au visage, il avait une plaie qui s'ouvrait relativement fréquemment, qui saignait un peu. Le sang séché n'avait pas été nettoyé par le médecin qu'il avait vu auparavant, juste avant moi. Il avait une autre plaie de l'autre côté du front, moins importante et qui ne saignait plus. J'ai véritablement pensé que ce qui n'avait pas été nettoyé par le médecin, c'était sur instruction des policiers qui peut-être avaient encore des investigations à faire sur sa personne proprement dite pour ces traces de sang. Alors ce premier entretien, quand vous rencontrez l'individu, ça porte sur quoi? Qu'est-ce que vous échangez? Qu'est-ce que vous vous dites? Alors je lui demande évidemment son identité, tout d'abord, identité, donc nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Il vous a répondu? Tout à fait. Il me répond, alors toujours par la voix de l'interprète évidemment, puisqu'il ne parle pas un mot de français, mais il me répond tout à fait normalement, il m'épelle son prénom, il m'épelle son nom, donc aucune difficulté à me répondre là-dessus. Je lui demande si il est au courant des infractions qui lui sont reprochées, puisque c'est la première chose qu'on vérifie pour savoir s'ils ont bien compris leurs droits. Il m'explique que oui, mais quand je lui rappelle, moi, pourquoi il est là, il est médusé du caractère terroriste qui est attribué à son action. Tentative d'assassinat, lui, il me dit que non, parce que pour lui, il n'y a pas eu de coup de feu. Donc voilà, bon, port d'armes, il ne peut pas le nier. Il dit de toute façon qu'il avait la Kalachnikov. Il dit que la Kalachnikov n'a pas fonctionné et qu'il a été maîtrisé immédiatement sans qu'un coup de feu ait été tiré. Et que pour lui, il n'y a pas eu de coup de feu. Là, vous avez refait le fil des événements ensemble? Plus ou moins, c'est-à-dire que je l'ai interrogé sur ses motivations, sur si effectivement il avait reçu des instructions, si effectivement il y avait un commanditaire, forcément, c'est les premières questions que je lui pose par rapport à la nature de l'affaire. Il me dit que non, je lui explique qu'il y a des BC, il tombe des nues véritablement, et j'ai pas senti que c'était du cinéma. Pour lui, il me dit même, mais pour moi il s'est rien passé. Voilà, pour moi, quand je lui explique que c'est médiatisé, il ne comprend pas, parce que pour lui, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'il n'a rien eu le temps de faire, il ne s'est rien passé, il a été maîtrisé immédiatement. Le coup de feu, c'est pas lui? Il dit qu'il n'en a même pas entendu. Il n'a même pas entendu de coup de feu. Il dit que la Kalachnikov n'a pas fonctionné et qu'il n'a pas entendu de coup de feu. Donc quand je lui annonce qu'il y a 2 blessés graves et 1 blessé léger, il est très étonné. Pour lui, il n'a pas entendu de coup de feu du tout. Pour lui, cet événement, il explique comment? Il explique uniquement par le besoin d'argent. Il dit que providentiellement, il a trouvé une valise avec une arme, donc lui ne parle que de la Kalachnikov, avec un téléphone dans cette valise, caché. Alors il dit qu'il est vraiment caché, cette valise est cachée. Alors je pense que les enquêteurs vont après essayer de déterminer où est-ce qu'elle était cachée pour lui. Il dit qu'il l'a trouvée dans le jardin public qui se trouve juste à côté de la gare du Midi à Bruxelles, là où il dort fréquemment avec une série d'autres SDF, et que... quelques jours après, il a pensé à monter dans ce train dont d'autres SDF lui avaient dit qu'effectivement ils étaient principalement occupés par des gens qui avaient de l'argent sur ce trajet Amsterdam-Paris. Et il a pensé, pour pouvoir se nourrir, à faire un braquage, puisqu'il en avait déjà entendu parler de gens qui braquaient pour avoir de l'argent. Et donc il s'est dit que là, il y avait du monde et que c'était là où il pouvait avoir le plus d'argent. Donc il a pris les armes et il est monté dans ce train pour effectivement rançonner les passagers. Et il pensait ensuite, en tout cas c'est ce qu'il déclare, tirer dans une vitre du train et sauter par la vitre du train.